Après, voilà, des joueurs, ils passent, ils repassent, il y en aura d'autres, tu vois, des gars qui, voilà, il y en aura d'autres. T'es pas indispensable. Ça, c'est clair que le tennis est plus fort que les joueurs aujourd'hui. Après, je pense que les gens ont retenu mon revers. Je pense que tout le monde me parle un peu de ça. C'est vrai que c'est le truc qui ressort, c'est toujours un peu ça. Donc, je pense que ça restera quand même ce coup-là, que ce soit dans la rue ou ailleurs. C'est sûr que les gens me connaissent beaucoup pour le revers. Donc, je dirais que c'est ça. Après, voilà, c'est sûr que je te dis, des Gasquet, il y en aura d'autres dans les nouvelles générations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes, un podcast des légendes spécial tennis avec la légende du tennis français, Richard Gasquet. Et après la magnifique première partie de la semaine dernière, on retrouve tout de suite Richard pour un deuxième volet tout aussi passionnant que le premier. On va parler de ses relations avec la presse, de ses grands moments, de ses relations avec les autres joueurs. On va encore plus en apprendre sur le petit prodige du tennis français, un épisode fabuleux. C'est parti. Richard, tu as une relation avec la presse qui est assez longue. Je me souviens d'entretiens avec la presse horribles. Des moments où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Non, pas plus que ça. Pas des trucs horribles. Après, des trucs, ouais, l'équipe, de temps en temps, quand je perdais, ou voilà, j'avais dit c'est un sport à la con, un petit peu. Bon, c'est des trucs après qui sont sortis de leur contexte, un petit peu. De temps en temps, c'est vrai que c'était pas très agréable, mais bon, c'est le jeu un peu médiatique. C'est vrai qu'à un moment, c'était, voilà, ça avait été un peu compliqué. La Coupe Davis aussi, une fois ou deux. C'est sûr que je m'étais fait un peu rentrer dedans, et c'est vrai que c'est jamais facile à vivre. Comment tu le vis justement ce genre de choses quand tu vois dans la presse un truc hyper injuste? Alors je pense que tu as eu une petite chance, c'est que tu as démarré avant les réseaux sociaux et l'explosion des réseaux sociaux. Je pense que tu aurais pété un câble s'il y avait eu les réseaux sociaux quand tu avais 16 ou 17 ans. Mais comment tu fais pour encaisser justement quand tu es énervé dans ce genre de cas de figure? Bon, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça aurait été compliqué aujourd'hui. C'est clair que voilà, aujourd'hui, je suis forcément moins sur les feux de la rampe. C'est beaucoup moins de pression par rapport à ça. Mais c'est clair que si j'avais eu mon histoire à l'époque des réseaux sociaux, ça aurait été très très compliqué, ou quelques défaites, en finale de Coupe Davis ou des choses comme ça. C'est vrai que ça aurait été difficile. Après, voilà, c'est le lot de tous les joueurs qui sont un peu en lumière. C'est clair qu'il faut toujours composer avec les médias, et c'est sûr que c'est pas facile. Moi, encore plus parce que j'ai eu ce truc-là d'être très très fort très jeune et d'avoir cette image de quelqu'un qui allait gagner un grand chelem assez vite. C'est sûr que c'est pas facile à porter. Alors, une question que j'ai, parce que moi, j'habite aux États-Unis depuis plus de 20 ans, et j'ai l'impression, alors dis-moi si c'est exact ou pas, mais j'ai l'impression que les joueurs français sont plus populaires à l'extérieur des frontières. C'est-à-dire que tu vois sur les réseaux sociaux, ou même quand je vais à l'US Open tous les ans, et les joueurs français sont vraiment adorés par le public américain, le public indien, bref, tous les gens qui viennent voir les matchs. Et j'ai l'impression que les Français sont, et alors c'est peut-être de l'extérieur en tout cas, qu'il y a une sévérité vraiment extrême du public français, comme si on n'appréciait pas vraiment la chance qu'on a d'avoir... Il y a cette grosse sévérité là du truc, du fait que voilà, on n'a pas gagné une grand chelem, que d'autres l'ont fait. On te dit toujours oui, je vois bien, mais bon, eux, ils n'ont pas gagné une grand chelem. Voilà, il y a toujours cette phrase qui est là. Il n'y a pas eu de vainqueur français depuis 83. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours ce truc latent qui est derrière nous, quoi. On a forcément essayé, on n'est pas passé si loin, mais bon, on n'a pas réussi. Donc il y a toujours ce truc qui est derrière nos têtes et qui ressort très très souvent. Après, bon, les gens sont quand même sympas avec moi, voilà, que ce soit dans la rue ou ailleurs, quand même. Je peux te dire que les gens sont quand même agréables. Il y a juste ce truc-là de temps en temps qui peut ressortir un petit peu, mais après, dans la majorité du temps, quand même, voilà, les licenciés, quand je vais dans les clubs en France, je trouve qu'il y a quand même de l'amour des gens. Après, oui, il y a toujours ce truc-là qui peut toujours un peu ressortir. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un fan ou avec le public? Non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout envie, j'ai pas ni la force ni l'envie de le faire. Après, voilà, c'est le sport, je sais comment ça se passe, c'est un peu le café du commerce. Tout le monde parle, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça, beaucoup de discussions. Donc, je connais ce jeu-là, je sais comment ça se passe quand tu gagnes, quand tu perds, l'attente que tu peux avoir, la déception. Voilà, ça fait longtemps que je vis avec ça, donc je sais comment ça se passe, et j'ai pas, aujourd'hui, ça me dérange pas plus que ça. Tu bouillais intérieurement quand tu lisais des trucs qui étaient complètement faux, qui étaient moitié inventés, qui étaient exagérés, ce genre de choses, ou t'arrivais à faire la part des choses?
Quand t'es jeune un petit peu, quand t'es jeune c'est compliqué. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, bon, ça m'est égal. Mais quand t'es jeune, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est pas évident d'avoir à gérer ce genre de choses. Mais après, bon, c'est la même chose aussi pour tout le monde. Il faut être capable quand même de le faire et de pouvoir le gérer du mieux possible. Les meilleurs, en tout cas, y arrivent. C'est vrai qu'en France, il y a toujours un peu plus, voilà, un peu plus qu'ailleurs. Il y a toujours ce truc-là de 83 et Français qui gagnent pas. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est jamais facile à tenir, mais après c'est le jeu, quoi. On sait que c'est comme ça et ça finira pas. Parce que c'est marrant, parce qu'on voit la Grande-Bretagne, il y avait avant que Murray gagne à Wimbledon, tu voyais Tim Henman, il y avait vraiment un soutien incroyable et pas du tout le même genre de critique violente que tu peux avoir en France, quoi. Parce que c'est vraiment étrange. C'est pas un pays de tennis, quoi. Voilà, c'est pas un pays de tennis. Il y a pas la fédération, il y a pas ce carcan-là, il y a pas Roland Garros. Ils ont Wimbledon, mais ils ont pas l'ancrage qu'on a nous, le tennis en France. Voilà, tout le monde qui parle, tout le monde qui est là. Nous, c'est un gros milieu. Il y a quand même du monde. Ça parle beaucoup. Voilà, donc c'est un peu différent de la Grande-Bretagne. Il y a une histoire qui est plus forte. Nous, la Coupe Davis, des joueurs qu'il a pu avoir, il y a quand même une histoire qui est plus forte que la Grande-Bretagne et il y a un peu plus de pression sur nos joueurs, quoi. Et est-ce qu'au contraire, t'as pas eu l'opposé, c'est-à-dire quand tu as eu des articles ou même un amour de fan assez un peu trop important, est-ce que tu as pris la grosse tête à un moment dans ta carrière et ta famille ou tes amis ont dû dire ouais Richard, calmos un peu là, hein, le melon. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon style. Je pense que justement, je l'ai pas assez eu. Voilà, c'est vraiment pas mon style je te dis, d'avoir la grosse tête ou quoi. C'était pas du tout mon style, quoi. Vraiment. J'ai toujours été pareil, que je gagne ou que je perds, même quand j'étais en demi-grand chelem ou que j'ai fait premier tour d'un challenger, je pense pas avoir changé de quoi que ce soit. C'est pas là, quoi. Qu'on viendra me chercher ou dire quoi que ce soit parce que j'ai jamais changé par rapport à ça. C'est marrant que tu dis ça. Tu penses que tu aurais peut-être dû avoir plus la grosse tête, parce que tu parles dans ton livre, justement, je crois que c'est fin 2007, tu dis, avant de préparer Australie, tu dis, bon, bah, celui-là, je peux le gagner. Et tu t'es dit, j'aurais peut-être pas dû penser ça. Je sais pas, voilà, je sais pas, il y en a qui ont une énorme confiance en eux, qui sont très forts par rapport à ça. Moi, j'ai toujours été plutôt humble par rapport à mon niveau ou à quoi que ce soit. J'ai jamais trop décollé par rapport à ça. Donc, je sais pas si c'était bien, pas bien. En tout cas, c'est moi et c'est mon tempérament, mon histoire, quoi. C'est sûrement, tu penses, lié au fait que tu viens d'une petite ville, ou tu penses que ça n'a rien à voir? Je peux pas te dire, il y en a plein qui viennent d'une petite ville et qui ont plus d'exubérance, ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est mon histoire. Je te dis, mon tempérament, j'étais comme ça. Mais j'ai jamais trop eu la grosse tête par rapport à certains résultats ou même où je suis jamais trop descendu trop bas quand je perdais. J'ai toujours plutôt réussi à rester le même. D'accord. Et tu penses c'est cette capacité à relativiser qui t'a permis après le contrôle, c'était quoi en 2009, que t'as réussi à revenir, cette espèce de rocambolesque contrôle où ils ont trouvé 2 grains de sable, l'équivalent de 2 grains de sable de cocaïne dans ton sang. Tu penses que c'est grâce à ça que t'as réussi à revenir? Parce que c'est hallucinant que t'aies réussi. Il y en aura d'autres qui auraient été brisés et t'as réussi à revenir. Et c'est l'amour du tennis, voilà, l'envie de revenir, l'envie de rejouer. Après, ça n'a pas été facile au début, mais après, je suis revenu. De toute façon, il y en a beaucoup. Moi, c'était extrême, mais il y en a que, voilà, comme tout le monde a ses histoires. Quand tu es sportif, c'est sûr que c'est pas évident d'avoir un truc comme ça. Mais après, beaucoup de joueurs ont des histoires autres et on essaye tous de faire du mieux qu'on peut et d'essayer de revenir. C'est assez impressionnant. Alors, j'ai l'impression, est-ce que tu dégoupilles parfois? Parce que tu es tellement en contrôle, tellement zen. Non, je suis pas zen. Pas zen. Voilà, les matchs, les résultats, l'envie de bien jouer. Voilà, personne n'est totalement zen. Mais après, j'essaye en tout cas d'être moi-même, de pouvoir vivre en étant heureux. Et ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de jouer. Ouais, donc je fais le maximum. Après ma vie, tout se passe bien. De toute façon, le tennis, ça tardera pas à s'arrêter. Donc j'espère ne pas me résumer à ça et d'avoir une belle vie aussi après. Alors justement, ça serait quoi une belle vie après? Je peux pas te dire pour l'instant, je me pose pas la question, quoi. Le principal c'est jouer, je fais le maximum, essayer de bien finir ma carrière, on verra bien par la suite ce que je pourrais faire, quoi. De faire du mieux possible, après la vie j'espère que ce sera un autre chapitre et ça se passera aussi très très bien. Le Paris Match, il cherche des pigistes, donc comme c'était un truc que tu voulais faire quand tu étais jeune, tu vois, tu peux toujours le faire, hein. On peut se recycler, on sait jamais. On verra. Les autres joueurs de ta génération, comme en grande partie, ont pris leur retraite. Un autre joueur de ta génération qui est un peu en phase de reprise, c'est Nadal. Comment tu le vois revenir l'année prochaine ou en fin d'année en tout cas? Tu penses qu'il a encore un 15e titre en lui à Roland-Garros?
Le titre, c'est dur à dire. Après, revenir fort et gagner plein de matchs, oui, je pense qu'il est largement capable. Il était beaucoup plus fort que tous les joueurs, voilà, qui jouent aujourd'hui. Et donc, il est capable, oui, de revenir et de faire des gros résultats. Après, gagner Roland-Garros, bon, il a eu une opération. Je peux pas te dire comment son corps va réagir, mais en tout cas, bon, gagner plein de matchs, oui, ça, j'en doute pas. Je crois qu'il y a une époque où tu t'étais entraîné pendant l'intersaison, c'est ça, avec lui? Et tu Ouais. avais dit que c'était particulièrement violent. Oui, c'était violent, mais après, bon, on a l'habitude de s'entraîner avec lui. Je l'ai fait quelques fois. Bien sûr que c'était violent. C'est sûr pour avoir un niveau pareil, c'est clair qu'il a fait des heures et des heures d'entraînement à une intensité folle. Ça, il y a pas de secret de toute façon pour arriver à ce niveau-là. Et tu crois que si tu t'étais entraîné avec une même intensité, tu penses que tu aurais réussi à durer aussi longtemps? Bah, il faut pouvoir, hein. Attends, moi, je peux, voilà, s'entraîner 5 heures, 6 heures, repartir le lendemain et tout. Moi, je me suis beaucoup entraîné. Mais après, il y a les limites, hein. De temps en temps, le lendemain, c'est difficile. Voilà, lui, c'était un bœuf, quoi. Plus, nous, on est déjà très, très solide. Mais après, là, on parle aussi d'un surhomme quasiment qui a gagné 14 fois Roland-Garros. Donc, en fait, de temps en temps, on est plus rationnel. C'est ça le problème aussi qu'il y a avec ces joueurs-là. C'est qu'il n'y a plus trop de rationalité parce que, bon, c'est tellement des trucs qui font inimaginables que, voilà, tout le monde n'est pas capable de faire ce que fait Rafael Nadal, quoi. Bien sûr. Et alors, pour en revenir à Nadal, justement, ou pas Nadal, ou plutôt à l'Espagne, il y a cette anecdote assez incroyable dans ton livre, où vous parlez de je sais plus si c'est la finale ou la demi-finale de Coupe Davis, où Nadal revient, je crois, après la finale de l'US Open. Ils vont tous se coucher tard, et à 8h30, vous les entendez déjà s'entraîner sur les cours, et Simon dit c'est pas possible, il s'arrête jamais, quelque chose comme ça. Ouais, bon, ils étaient assez, ouais, c'est sûr qu'ils étaient très, ils se couchaient assez tard, ils se réveillaient assez tôt, ils s'entraînaient très fort dès le lendemain de la finale de l'US Open avec un voyage. Oui, c'est sûr que c'est très impressionnant, mais bon, heureusement qu'il y en a qu'un comme lui. Il y en a deux avec Federer et Djokovic, mais heureusement que c'est pas la norme parce que sinon mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui était incroyable, toute cette intensité qu'il a déployée tout au long de sa carrière. Petite question stupide, Richard, vraiment stupide, je pense. Est-ce qu'il y a un tennis français? Est-ce qu'il y a un French flair pour le tennis en France? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques qui font que nous, Français, on a une spécificité sur le tennis? Non, je suis pas. De temps en temps, j'ai entendu ça, mais non, parce que quand tu vas jouer Gilles Simon, Joe Wilfried Tsonga, moi ou Gaël Monfils, on est totalement différents. C'est Donc peut-être non, tu vois. je suis pas d'accord sur sur la technique. On entend souvent que nous on a une belle technique ou quoi, mais les Espagnols, voilà, c'est peut-être moins beau, moins esthétique, un revers à une main ou ce genre de choses, mais leur technique est très efficace et tout aussi forte. Donc non, je trouve pas qu'aujourd'hui on a justement voilà quelque chose en particulier parce qu'on a tous des jeux très différents. Il n'y a pas un moule spécial chez les joueurs français, quoi. Est-ce que tu te retrouves dans quelqu'un justement sur le circuit, un jeune qui pourrait être ton fils? Lui a un petit problème, comme on avait dit, de soirée quand tu étais jeune. Non, mais je sais pas trop. Non, il y a Musetti un peu qui a un beau revers à une main, voilà, qui joue mieux côté coup droit, mais bon, qui a un slice, qui joue un peu avec du toucher et tout. Donc, à la limite, oui, je me verrais un peu plus par rapport à lui, quoi. Mais après, bon, on n'a pas totalement le même jeu non plus, mais le revers à une main, les balles un peu liftées, tu peux voir quelques correspondances. Alors, à mon avis, tu devrais déjà commencer à essayer de sonder le patrimoine mondial de l'humanité pour voir si tu peux poser ton revers comme étant une partie du patrimoine Ouais, mondial. Mais essaye, ouais, bon, c'est vrai. ouais, sûr que c'était voilà, un bon coup. C'est sûr qu'il n'y en a pas énormément, mais bon, au moins, c'est sûr que les gens aiment bien ce coup-là et c'est sûr que c'est agréable et ça me fait toujours plaisir. Je me souviens t'avoir vu à 2h du matin contre Hewitt, je crois que c'est en 2006, je crois que c'est en huitième de finale, un match de feu où tu perds les deux premiers, tu reviens troisième et quatrième set et t'as tout le stade qui est pour toi. Tu les avais complètement retournés, c'était un match de malade et tu sortais mais des revers juste incroyables. Et tu te souviens de tous tes matchs? Ouais, je me souviens de tous mes matchs. Ouais, je me souviens de tous mes matchs, même jeune et tout. Je me souviens quasiment de tout, quoi. C'est sûr que j'ai beaucoup de mémoire par rapport à ça. Oui, c'était un énorme match. Il y avait énormément de public, il y avait des grandes balles de match. C'est sûr que c'est des beaux souvenirs, même bon, malgré la défaite, Malgré la c'était défaite. difficile. Mais oui, c'était un grand souvenir pour moi d'avoir fait ce match-là contre quelqu'un qui était quand même une légende du tennis. Et pour moi, surtout quand je le voyais jeune. Donc oui, c'était impressionnant aussi de jouer sur ce cours-là. Il y avait eu beaucoup de public sur la fin. C'était un match, oui, qui était beaucoup de rebondissements. C'était un énorme match. Et moi, ça fait partie des défaites difficiles, mais c'est sûr que c'était un grand match. Tu as des matchs, alors on posait souvent cette question aux joueurs de foot. On leur demande est-ce qu'il y a
Est-ce qu'ils se réveillent en plein milieu de la nuit avec un cauchemar, je sais pas, un penalty qu'ils ont raté ou alors Didier Six se souvient toujours du penalty de 82 qu'il a raté à Séville en demi-finale. Maxime Bossis aussi, ils ont encore des sueurs froides. Est-ce que toi, tu as des matchs où tu travailles en pleine nuit où le résultat est différent de ce qui s'est passé en réalité? Non, j'essaie d'oublier assez vite, même si derrière l'a dit, voilà, il oublie assez vite ces matchs-là. Moi, j'ai plutôt vite oublié les défaites. Après, il y a eu celle de 2014 en finale où j'étais très déçu. Ça a été un peu plus dur à digérer parce que j'estimais que j'avais pas très bien joué, mais à part ça, ça a toujours été dur. Je déteste perdre, mais bon, j'essayais toujours de passer très vite à la suite parce qu'au tennis, il y a toujours un tournoi qui arrive, un autre tournoi, tu peux toujours te refaire, essayer d'être meilleur. Donc voilà, j'ai essayé toujours de repartir du mieux possible. Comme disait Michel, on a interrogé pas mal d'anciens sportifs. Et leur après-carrière, physiquement, il y a un peu deux directions. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui restent hyper fit, hyper sportifs, etc. Et d'autres qui commencent à avoir un physique plutôt comme le mien, et un peu plus enrobé, etc. Comment tu te vois, toi, dans 4-5 ans? Plutôt vriller vers la partie un peu gros ou fit? Non, plutôt fit. J'aime le sport. Ouais. J'ai envie de faire du foot, tu vois. Je fais pas de foot parce que j'ai peur de me faire des chevilles ou des conneries, ou d'adducteurs ou ce genre de choses. Donc non, j'aime le sport. Voilà, j'aime aller courir. Donc forcément, j'aurai peut-être quelques kilos en plus, mais c'est sûr que je vais pas. C'est sûr quand tu vois des anciens joueurs, voilà, de temps en temps, il y a un peu les deux. Ouais, c'est vrai que les mecs qui sont pas très fit, ça fait bizarre quand tu les as connus. Ça fait un peu bizarre. Donc moi, j'aime le sport et donc je pense que j'en ferai toujours beaucoup quand même après ma carrière aussi. Bon, l'après-carrière, c'est peut-être un peu loin. Si tu avais le choix à racheter, parce que tu as gagné un peu de pognon quand même, si tu avais le choix entre racheter un club de tennis ou un club de foot, tu ferais quoi? Bon, après, faut laisser les professionnels dans leur sport, tu vois. Donc, je pense que je serais plus légitime quand même dans le tennis et j'ai quand même la connaissance du truc, du haut niveau, des matchs, de la tactique, plus que dans le foot. Voilà, faut pas se prendre toujours pour un autre, voilà, président ou quoi, ou quoi que ce soit ou truc. C'est des métiers, donc chacun, voilà, reste dans son domaine de compétence et moi, ça reste quand même le tennis, même si j'adore le foot et que j'irai voir énormément de matchs après ma carrière. Voilà, je suis quand même toujours plus légitime dans le tennis, quoi. Dans ta bio, tu parles des 95%. Tu dis que il te manquait peut-être 5% pour, un peu comme un jeu vidéo, pour unlock un niveau supérieur, où tu dis ça joue un peu sur des petits détails. Un mec comme Djokovic, clairement, il prend plus de gluten, il fait de la méditation, on sent que l'intégralité de sa vie est vraiment tournée vers le tennis. Et lui, il a réussi à un peu transformer son physique au fil des années. Quand tu vois un mec comme ça, qui était physiquement quand même pas extraordinaire en début de carrière, qui 10-12 ans plus tard, il a quoi, 36 ans, il peut encore faire des matchs marathons de 8 heures. Est-ce que tu te dis, comme un peu ce que tu disais sur Nadal, c'est complètement surhumain? Ou est-ce que tu te dis, il y a peut-être des recettes dont je suis pas au courant? Comment tu vois une telle transformation? Bah oui, c'est sûr. Oui, à 36 ans, hein, gagner Roland-Garros et voilà, et faire finale à Wimbledon, mais on connaît pas, il n'y a pas de sport où il y a eu Messi là un peu, mais enfin, comme tu dis, il est pas seul dans l'équipe, il y a beaucoup de mecs qui courent autour quand même pour lui, même si c'est un phénomène, évidemment. Mais bon, c'est pas, à 36 ans, avoir un truc comme ça, gagner toujours des grands chelems, je peux pas te dire que c'est humain, oui, c'est extraordinaire. Après, il est parfait partout, quoi. Voilà, il a un jeu incroyable, il a un physique, une agilité, une souplesse qui est énorme, une endurance. Le mental, c'est pas ça qui m'impressionne plus que ça, parce que bon, c'est normal d'avoir un mental quand t'es joueur de tennis. C'est pas là où il m'impressionne. Tu sais, c'est son physique, son tennis, et ben oui, voilà, sa rapidité, son endurance, sa récupération. Ben oui, je vais pas te dire que c'est pas quelque chose d'incroyable parce que ça l'est, quoi. Intéressant que tu dis que mentalement, c'est pas ce qui t'impressionne le plus parce que il a un peu cette image qu'il arrive à, il disait que, je sais plus quel match, c'est peut-être à Wimbledon où le stade entier était pour Federer. Lui, il arrivait en tout cas, c'est ce qu'il disait, hein, qu'il arrivait à changer toutes les acclamations pour Federer en acclamations pour lui-même, qu'il arrivait à changer ça mentalement. Mais c'est pas ça qui m'impressionne, voilà, parce que bon, on a tous joué dans des stades où le public était pour les autres. Voilà, on a tous gagné des matchs, chacun à son niveau. Mais lui, c'est tout simplement ce qui m'impressionne, c'est son jeu, quoi. Voilà, son jeu, son physique, quoi. C'est pas le fait qu'il renverse un stade. Voilà, c'est pas le premier à faire ça. Voilà, maintenant, à jouer comme ça et courir comme ça et être aussi fort, et être aussi endurant, être aussi rapide et jouer aussi bien. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. Et quand tu vas jouer contre ces mutants, en gros. J'imagine, toi, tu te dis toujours, j'ai une chance. C'est un être humain, je vais y arriver. Bien sûr, évidemment, ouais. Un peu comme moi quand je jouais contre Guillaume à FIFA, tu vois, je sais qu'il est extraordinaire, mais à chaque fois, je me dis, je peux le battre. Ça, Ouais. il suffit d'une fois. Non, mais j'avais une chance.
Chaque fois que j'y allais, c'est pour gagner. Quand tu perds, t'es déçu, c'est dur. Voilà, donc non, quand tu perds, t'es très déçu. Quand tu vois que sur le match, t'es en train de perdre et tout, que ça se passe pas bien, ben c'est horrible, quoi. Tu vois que le mec est plus fort, qu'il est facile, voilà, que c'est difficile pour toi, qu'il y a du monde dans le stade, que tu sens que ça devient de plus en plus dur, c'est un sentiment qui est pas agréable. Quand justement tu as affronté des mecs 20 fois, parce que c'est à peu près, non j'exagère, mais entre 15 et 20 fois, c'est des gars que tu as affronté 15 ou 20 fois. Comment tu arrives et tu veux pas changer ton jeu, j'imagine, parce que tu vas pas c'est pas ton style, Richard, de changer ton jeu. Comment tu fais quand même pour se dire, qu'est-ce que je peux trouver comme astuce pour les gêner, quoi? Contrarié. Parce qu'eux aussi te Ouais, il y a connaissent des pas. jours où il y a des jours où, voilà, tu sais pas, ils peuvent être moins bien, toi tu peux être mieux, tu peux bien démarrer le match, voilà, tous les matchs sont, c'est jamais les mêmes et il peut tout se passer, hein. Dans un match de tennis, il peut arriver être un peu blessé, être un peu pas bien à la tête, tu sais jamais. Donc, un match de tennis, il faut toujours le jouer, voilà, donc tu te dis, pourquoi pas aujourd'hui. Ouais, le jouer, oui, mais est-ce que quand tu vas affronter un gars que tu as déjà affronté 15 fois, tu dis, là, je vais le prendre, j'imagine que oui, mais tu dis, je vais le prendre comme ci, je vais le prendre comme ça, ou tu parles plus du match ou de ton jeu? Tu essayes de faire ton jeu, de faire un peu mieux, de taper un peu plus fort, d'être un peu meilleur, mais bon, moi, ça marche pas. Ça Non, marche bien pas. sûr. Ouais. Ouais. Parce que tu disais dans ta bio où tu parlais de ton premier match contre Federer que tu avais identifié un peu une faiblesse, entre guillemets, hein, bien sûr, sur son revers et qu'ensuite il l'a complètement gommé les années d'après. Après, il jouait mieux, il a beaucoup progressé, hein. C'est sûr que tous les joueurs ont beaucoup progressé, même Djokovic, même Nadal. Il tapait de mieux en mieux la balle, il jouait de mieux en mieux, de plus en plus tôt, de plus en plus fort. Donc, ouais, ces joueurs-là, et Federer, le premier, a progressé. Côté revers, il a été bien plus fort à la fin de sa carrière qu'au début, quoi. Dans le sport, dans les sports collectifs, en tout cas, tu as une explosion. Alors ça paraît stupide parce que ça date depuis quelques temps, mais tu as quand même une explosion maintenant de tout ce qui est data analytics, analyse vraiment pointue sur les datas, etc. Est-ce que en tennis, toi, tu fais ça ou pas? Tu as quelqu'un qui te suit sur ce genre de truc, de data sur les joueurs ou pas Pas du tout? trop, non, pas trop. Je pense que ça arrivera peut-être certainement dans le tennis, mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit peut-être chez les meilleurs, mais enfin, en tout cas, moi, de ce que je connais des autres joueurs français, en tout cas, il y a pas trop ça aujourd'hui. On étudie le jeu de l'adversaire. Il y a des statisticiens, ce genre de choses. Ça peut être intéressant, mais après, oui, les trucs un peu de data, tout ça, pour l'instant, dans le tennis, c'est pas trop le truc, mais bon, tout peut arriver un jour. Et toi, ça t'intéresserait de développer ou pas? Tout est intéressant, voilà. Il faut toujours essayer d'être ouvert pour essayer de progresser du mieux possible, hein. Voilà, tout est intéressant à suivre pour essayer d'être les meilleurs joueurs possibles, et même pour la nouvelle génération, quoi. S'il y a des manières de progresser, il faut tout explorer. Alors, question débile pour moi qui était un joueur, on va dire, classé peut-être au mieux 31, donc pas terrible, on va dire. Quand tu fais tes matchs, à quel point tu construis le point d'après? À quel point tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis sur les 3 premiers coups, sur les 10 premiers coups? Est-ce que c'est juste en contre? Tu réfléchis par rapport à l'adversaire déjà, quelles sont ses faiblesses, ses forces, voilà, côté revers, est-ce qu'il est plus fort, tu essaies d'axer le jeu un peu sur ses faiblesses, et après sur toi-même, quoi. Tu essaies surtout d'être bon, d'être positif, d'être au top, de courir vite, d'être conquérant, de pas être négatif, et déjà sur soi-même, déjà il faut se battre, t'as un adversaire, mais t'as aussi toi-même, quoi. Voilà, toi-même déjà tu dois donner la meilleure version de toi-même pour essayer de battre l'autre. Est-ce que mentalement, tu sais que tu as des travers où tu te dis, par exemple, moi, j'ai couru pas mal de marathons et je sais qu'à un moment, mon cerveau me dit toujours à un certain stade, écoute, arrête-toi, etc. Et je sais que ça va arriver. Et pourtant, ça vient toujours au même endroit. Je réagis toujours de la même manière, même si je sais quand et à quel moment et comment ça va arriver. Est-ce que toi, en plein match, tu as aussi ce genre de travers un peu psychologique où, je sais pas, tu baisses de pied, ou tu sais que ça va venir, tu sais comment réagir et pourtant ça t'arrive quand même? Ouais, t'en as toujours. Parfois, il fait très chaud, parfois, t'es fatigué, parfois, le match est difficile, parfois, l'adversaire joue bien, parfois, il y a du vent et du soleil. Et dans le tennis, il y a énormément de paramètres qui font que tu peux être mal. Mais bon, justement, les meilleurs, là, par contre, c'est sûr qu'ils l'ont pas trop, eux. Voilà, il faut être justement le plus hermétique, le plus fort possible pour que ces pensées parasites ne te prennent pas la tête. Parce que dans le tennis, tu fais des points, mais après, t'es seul avec toi-même entre 2 points et t'as énormément de choses pour réfléchir. Et c'est là, justement, où tu te dois d'être fort pour passer au point suivant et essayer de gagner le match. Intéressant, c'est que dans ta bio, j'ai l'impression que tu as une relation un peu ambivalente avec la préparation mentale. Tu sais, tu dis que ça aurait peut-être pu t'aider, mais en même temps, t'es pas pour.
À l'époque, c'était pas, ça se faisait pas tant que ça. Je t'avoue, voilà, j'ai parlé avec d'autres joueurs, ça se faisait pas tant que ça. Mais après, je suis pour, hein, aujourd'hui. S'il y a des mecs qui en ont besoin, que ça fait du bien, que ça les aide pour la respiration, pour se sentir mieux. Pourquoi pas? Comme je l'ai dit, il y a plein de pistes pour être meilleur. Chacun est différent. Tu peux avoir des choses différentes pour essayer de te sentir le mieux possible sur le court. Donc, non, je suis pas contre aujourd'hui. Après, je dis, il y a 10, 15 ans, c'était moins à la mode, en tout cas, qu'aujourd'hui, quoi. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs dans ta carrière, ce qui est logique. C'est qui ton préféré? Bon, Grosjean, Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera, voilà, les deux c'était quand même d'anciens très grands joueurs et ils connaissaient très bien le jeu et voilà, j'ai ressenti avec eux un peu ce que je cherchais et c'est vrai que leur connaissance du jeu, chaque fois j'étais d'accord avec eux et je sentais que c'était à chaque fois très, très pertinent, quoi. Généralement, quand ça se terminait avec les entraîneurs, c'était plutôt toi, c'était plutôt eux, c'était plutôt comme un accord? Ça peut être un peu les deux. Parfois, ça peut être un peu les deux. C'est Sébastien Grosjean, il voulait voyager un peu moins. Voilà, Sergi Bruguera, il a pris la Coupe Davis en Espagne. Piatti, il est parti avec Raonic, un autre joueur. De Blicker, c'est moi qui ai arrêté. Après, il était fatigué aussi, donc il peut tout avoir, quoi. Tout peut se passer. Est-ce que c'est un peu comme comme une rupture sentimentale parce que tu es quand même avec eux tout le temps, tu leur confies tes doutes, il y a quand même une relation de confiance extraordinaire avec un entraîneur. Est-ce que c'est peut-être une question débile, hein, c'est sûrement même une question débile, mais est-ce que c'est dur à gérer ce genre de rupture? Ouais, c'est toujours difficile un peu au début, mais après il y a toujours un nouveau départ, un autre entraîneur et parfois ça peut faire du bien aussi. Voilà, donc quand tu t'arrêtes, c'est que forcément c'est que ça passe plus, ça marche plus, donc tu es aussi content de repasser à autre chose et d'avoir aussi un nouveau souffle. Tu es toujours déçu d'arrêter, mais tu as envie aussi de repartir vers autre chose et justement d'insuffler autre chose pour repartir du mieux possible, quoi. Rapidement, les toutes dernières questions. Qui est le meilleur des mousquetaires? Bon, Joe. Donc le meilleur français de l'ère moderne, tu dirais que c'est Joe aussi? Ouais, il a gagné tous les joueurs en Grand Chelem, les meilleurs, les 4, hein, il les a battus en Grand Chelem, donc c'est ça quand même qui est énorme par rapport aux autres. Je suis pas sûr que les autres l'aient fait. Moi, je l'ai pas fait. Gaël, je réfléchis, je pense pas qu'il ait battu Djoko, Nadal ou Federer en Grand Chelem. Donc oui, pour moi, c'est celui qui a fait les plus grands résultats. Alors, Forger et Lecomte sont sur une planche qui est en train de tomber, tu peux en sauver qu'un. Lequel tu sauves? Bon, Forger. D'accord. Ouais. Yannick Noah et Nicolas Sarkozy sont dans la même situation, tu dois en sauver qu'un. Bah, je sais pas, là, c'est plus compliqué à répondre. Là, je te dis, je sais pas si j'en sauve un des deux, parce que voilà. Aucun, bravo Richard. Tu peux, ou alors tu peux te sacrifier. Tu peux te sacrifier pour l'un des deux. Ouais, je me sacrifierais. Voilà, on va répondre ça. Je pense que la réponse est meilleure. Je me sacrifierais pour les deux. Pas mal. Et alors, si tu devais dire quel est ton legacy, pour utiliser un mot, je connais pas l'équivalent en français, mais legacy pour le tennis français et pour le tennis mondial. Après, des joueurs, ils passent, ils repassent, il y en aura d'autres. Tu vois, des gars qui, voilà, il y en aura d'autres. T'es pas indispensable. Ça, c'est clair que le tennis est plus fort que les joueurs aujourd'hui. Après, je pense que les gens ont retenu mon revers. Je pense que tout le monde me parle un peu de ça. C'est vrai que c'est le truc qui ressort, c'est toujours un peu ça. Donc, je pense que ça restera quand même ce coup-là, que ce soit dans la rue ou ailleurs. C'est sûr que les gens me connaissent beaucoup pour le revers. Donc, je dirais que c'est ça. Après, voilà, c'est sûr que je te dis, des Gasquet, il y en aura d'autres dans les nouvelles générations. Tu as l'opportunité d'organiser et de créer un nouveau master, peu importe le numéro. Tu le fais dans quelle ville? Tu as le choix sur la carte du monde. Tu crées un nouveau master. Tu le fais dans quelle ville? À Sérignac. Je dirais à Béziers, ouais, Béziers, voilà. Bon, c'est un peu utopique de dire ça, mais on va dire, voilà, on va dire à Béziers. Ok, alors dernière question, tu as l'opportunité d'acheter un petit club de 3e division italien. Est-ce que ça t'intéresse? Écoute, je peux pas te dire, je m'y connais pas trop ce truc-là. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air facile à faire quand même et qu'il y a des problèmes. On peut te faire un très très bon survenir à tout moment. Voilà. Ouais. On vient de recréer le club et donc si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Allez, écoute, jamais. La minimum était à 500 €. Allez, alors, magnifique. Dernière question, ton match rêvé, est-ce que c'est ta victoire contre Roddick ou est-ce que c'est celle contre Federer ou est-ce que c'est encore un autre? Moi, je dirais Roddick parce que ça me permet d'arriver en demi de Wimbledon et là, quand même, c'est un autre monde. Ouais, c'est autre chose d'arriver en demi de Grand Chelem et demi de Monaco. C'est pas la même chose. Donc, voilà, demi à Wimbledon, c'est historique, c'est le plus grand tournoi du monde quasiment. Donc, c'est sûr que c'est une autre sphère par rapport à Monaco, quoi, je dirais, même si c'était une magnifique victoire aussi, mais pouvoir arriver en demi d'un Grand Chelem, c'est quand même au-dessus. Merci Richard. Vraiment, c'était hyper sympa. Bah, écoute, avec grand plaisir. Avec plaisir. On va essayer de repartir à l'entraînement. Bon courage. Il doit faire hyper chaud, non, en Caroline? Ouais, aujourd'hui, ça va, mais là, il va faire chaud. Ouais. Il y a quelques jours, il va faire chaud. Et tu sais déjà tu joues contre qui ce lundi? Non,
C'est pas fait encore le tournoi. Le tableau, c'est demain. Après, voilà, la préparation pour l'US Open, quoi. On va essayer de bien jouer. Bah écoute, on y sera. Hein. Enfin, moi, j'y serai en tout cas. Guillaume, je sais pas trop, mais j'y serai. Et donc, quelqu'un qui crie, ce sera quelqu'un qui crie la Marseillaise, ce sera moi. Hein. Avec plaisir. Écoute, on se verra là-bas avec grand merci plaisir. Richard, merci de ta générosité, ta disponibilité. Merci à Julien aussi. Et à très bientôt. Bon courage. Hein. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Merci. C'est la fin de cet extraordinaire épisode du podcast des légendes, de ces 2 volets consacrés à Richard Gasquet, l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire du tennis français. Merci à Richard, merci à Julien. C'était vraiment un honneur d'avoir Richard sur ce podcast. On se retrouve dans quelques jours pour le retour de notre cycle normal du podcast des légendes. Pour vous faire patienter, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lepodcastdeslégendes.com. Vous trouverez des vidéos, des extraits et des articles, notamment ceux de Johan Sonek, qui reprennent des passages du podcast des légendes, mais aussi avec des informations étonnantes, des articles qui, je pense, vous passionneront autant que nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube, pour continuer l'expérience du podcast des légendes. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.